Bonjour à vous, je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau rendez-vous de Mélodie de ma vie. Alors aujourd'hui, dans Mélodie de ma vie, on est vraiment très heureux de vous retrouver. Rose Laurence, comment allez-vous Rose? Mais très bien Frédéric, d'autant plus que voilà, je suis face à vous, donc je suis très contente. Voilà. Plaisir partagé. Ah bah écoutez, voilà qui commence bien. Franchement, pourvu que ça dure. Je pense que ça devrait durer. Bon. Mélodie de ma vie, vous connaissez le principe. En fait, on vous a demandé en amont quels étaient les chanteurs qui vous avaient donné envie d'être qui vous êtes, qui vous avez donné envie de chanter, qui avaient accompagné votre vie, la bande originale de votre vie, en quelque sorte. Oui, et puis, le but du jeu, c'est bien sûr que vous nous parliez de ces chanteurs, mais que vous nous parliez de vous, parce que nous, on a envie d'en savoir plus sur vous. D'accord, écoutez, je vais essayer. Rose, comment allez-vous? Alors, plutôt bien. Oui, absolument. Alors, un nouvel album, ADN? Et oui, un nouveau bébé. Vous savez, nous on appelle ça bêtement un bébé. Hein. Voilà. Donc voilà, j'ai un nouveau bébé que j'aime, évidemment. C'est une banalité effrayante. Non, mais c'est vrai que dans mon cas, ça faisait un certain temps que je n'avais pas fait de nouvel album, donc c'est encore plus fort que fort. Et puis alors, un nouvel album avec... à la signature de quasi tous les textes, un monsieur qu'on n'attendait pas du tout là, Pierre Palmade. Je crois que lui-même. Et que l'on connaît comme auteur comique. Tout à fait. Comme auteur, bien sûr, comique, évidemment, mais c'est vrai que Palmade, c'est un auteur avant tout. Bon, il a écrit, on le sait, pour Muriel Robin, La Roque, il a fait des dialogues de films. Bon. Et c'est vrai qu'à un moment donné, en tant qu'auteur, pourquoi pas écrire des textes. Si on prend par exemple, Frédéric, l'exemple de Dabadi, qui est évidemment un géant. Voilà, un géant. Bon, Dabadi, grand auteur, il a écrit des chansons, des films. Mais depuis toujours, enfin, il a toujours manié les trois registres tout le temps. Vrai, alors que pour Pierre Palmade, c'est vraiment nouveau. C'est vraiment la première fois. Vous êtes sa première chanteuse, si je puis m'exprimer ainsi. Oui, écoutez, oui. J'ai ce bonheur. Ça s'est passé comment entre vous Écoutez, sur un malentendu total, alors je vous raconte ça très vite. C'était la 150 millième émission consacrée aux années 80. Et Pierre était l'invité d'honneur. Vous savez, Frédéric, que je ne vois rien, que je suis complètement myope, je vis dans un flou total. Et à un moment donné, Palmade, que moi j'adorais, j'ai toujours aimé tout ce qu'il faisait depuis bien longtemps, a voulu me saluer, me dire bonjour. Et à ce moment-là, j'ai tourné la tête. Et comme nous sommes des artistes bêtement susceptibles, eh bien, Pierre a cru que je ne l'aimais pas et que je ne voulais pas lui dire bonjour. D'accord. Donc, il s'en est plaint. Ça commençait bien. Ça commençait très bien. Et moi, il a porté plainte. Il a porté plainte, donc j'étais effrayée, commissariat de police et tout. Donc, j'ai envoyé un petit mot. Et je lui ai dit, écoutez, Pierre, vous ne me croirez pas, je ne vois rien. Et même si vous faites 1m80 et les poussières, je ne vous ai pas vu. Alors, j'avais laissé mon numéro de portable, voilà. Il vous a appelé. Il m'a appelé et ça a été très drôle. Il m'a dit, écoutez, la seule façon de vous faire pardonner, c'est qu'on prenne un pot ensemble. Oh, j'ai dit, alors là, quel bonheur, vraiment. Bon. Et on s'est retrouvés autour d'un café à 2h de l'après-midi et à 6h, on se parlait encore. Et là, il m'a posé la question cruciale qui allait changer ma vie. À tous les deux, d'ailleurs. Oui, tout à fait. Oui, l'espace d'un instant. Il m'a dit, mais Rose, aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites par rapport à votre vie d'artiste ? Et je l'ai regardé, je lui ai dit, Pierre, vous savez très bien que j'ai perdu ma famille artistique, je suis comme les enfants, j'attends Noël et j'attends un beau cadeau. Et là, il s'est déguisé en Père Noël tout de suite. Et d'un seul coup, je l'ai vu en rouge avec la barbe. Avec la grande hotte derrière. Tout à fait. Et je lui ai dit, d'ailleurs, Pierre, c'est simple, vous êtes le cadeau que j'attendais, c'est vous qui allez écrire mes textes. Et à ce moment-là, c'est vous qui lui avez dit ça? Franchement, oui, mais comme ça, ça m'est venu une espèce de bouffée. Et il me dit, mais Rose, c'est incroyable que vous me dites, j'allais vous proposer de vous écrire des textes. Et nous sommes partis pendant 2 ans et demi de travail commun. De travail commun, le jour, la nuit, enfin, il fallait s'adapter. Avec Pierre, ça devait être beaucoup la nuit, je pense. Oui, absolument, mais il s'en cache pas, et moi non plus. Alors, parlez-moi un petit peu de votre enfance. C'était quoi l'enfance de Rose Podvojny? J'ai du mal à le prononcer, Podvojny. Voilà. C'est presque ça, mais on répétera ensemble. C'était comment? On écoutait quoi à la maison? C'est d'une banalité effrayante aussi. J'ai toujours ma maman, j'avais des parents extraordinaires qui respectaient leurs enfants. Qui aimaient la chanson française? Qui adoraient la chanson française, la culture française. Mon père était un amoureux de la France. C'était un moyen d'intégration, la chanson française? Exactement. Et donc, j'avais droit à de la chanson française. Et écoute ça, et pourquoi t'aimes pas ça? Mais écoute, tu te rends compte... Les grands classiques, quoi. Les grands classiques, exactement. Donc, vous avez baigné là-dedans? Ah oui, vraiment. Alors, au début, évidemment, par esprit de révolte,
compte, ça m'énervait un peu. Je me disais, oh là là, mais laissez-moi tranquille. Non, moi, ça me plaît pas, je vais écouter autre chose. Mais en fait, il y avait plein de choses déjà qui me plaisaient énormément. Et à quel moment vous vous êtes dit, allez, moi, mon métier, ça va être de faire chanteuse? Hélas, très vite. Tout de suite. Oui, j'ai été atteinte très très tôt. Je crois qu'à 8 ans, pendant que mes petites copines se faisaient des goûters l'une chez l'autre, moi je m'enfermais dans ma chambre, il y avait une grande glace, je mettais un disque, c'est l'époque du disque évidemment, 45. Et je chantais devant la glace et j'imaginais que c'était une émission de télévision. Alors j'imaginais le présentateur, moi j'arrivais, je chantais. Alors, parmi les gens qui vous ont donné envie de chanter, il y a un chanteur, une chanson, je crois, qui tient une place importante dans votre cœur, c'est Elton John, Your Song. Pourquoi cette chanson? Écoutez, parce qu'en fait, à ce moment précis, je n'écoutais pas encore trop de chansons françaises, hein, sincèrement. Je me suis bien rattrapée après. Mais il y avait cette espèce de... Mais vos influences, toujours, n'ont jamais été dans la grande tradition française. Vous avez toujours été très anglo-saxonne dans votre démarche. Oui, pourquoi pas? Oui, puisque la musique n'a pas de frontières. Je veux dire, c'est la forme suprême de la liberté. Donc, on ne va pas mettre des ghettos musicaux. Ce qui est important, c'est d'écouter des choses, qu'elles soient françaises, anglaises, tout ce qu'on veut, pourvu que ça vous touche et qu'on sente que c'est une musique qui sort des tripes, quoi. C'est pas un truc comme ça. Et pourquoi Your Song chez Elton John? Parce que j'ai été envoûtée par le timbre de voix d'Elton John. Et j'ai eu mon alors il y avait cette espèce d'album noir que j'ai couru acheter, et il avait cette espèce de voix tellement belle, de velours, et puis bon, il s'accompagnait au piano, et l'album, il y avait des chansons magnifiques dans cet album. Vous compreniez le sens des paroles? Parce que les paroles de Bernie Taupin sont absolument sublimes. Tout à fait. Alors, je comprenais pas tout. Bon, j'avais fait un petit peu d'anglais, bien sûr. Mais c'était au-delà de ça. C'est-à-dire que j'étais complètement... je sais pas, j'étais sous le charme. Alors, peu importe, hein, c'était sa voix. C'est un magnifique message d'amour en même temps. Tout à fait. Oui, il y avait une telle chaleur, une telle... ça venait de tellement loin. Moi, j'étais bouleversée quand j'ai acheté l'album noir d'Elton John. Vraiment. Ça a été un de mes premiers chocs. Vos débuts sur scène, c'est avec un groupe de rock progressif. Vous êtes lycéenne? Nul n'est parfait. Le groupe Sandrose? Sandrose, mais qui a été un Vous aviez quel âge à l'époque? Je ne sais plus. Vous étiez en seconde, en première? Vous savez que je ne m'entends pas très bien avec le temps qui passe. C'était le lycée, gros? C'était le lycée. Vraiment, j'étais encore lycéenne, étudiante. Et puis alors, j'avais fait une maquette pourrie avec 2 amis à moi qui m'avaient fait une chanson pourrie, mais on était vraiment consciente de la nullité de la chose, sauf que cette maquette est allée se promener un petit peu partout. Je crois qu'elle a atterri chez Claude Puter Flamme. Vous savez qu'il y avait un grand studio d'enregistrement, voilà. Et Puter Flamme a fait écouter ça à Jean-Pierre Alarsen, qui était un ami à lui. Et Jean-Pierre Alarsen était donc le leader du groupe Sandrose. D'accord. Et Alarsen a dit, ah bah oui, cette voix, ça m'amuse, ça m'intéresse, d'autant plus qu'il faut chanter en anglais. Ils m'ont appelé et j'ai signé un contrat quelques jours après. Et je me suis retrouvée soliste du groupe Sandrose, rock progressif, en anglais. Mais pour vos parents, fans de chansons françaises et des grands pères fondateurs de la chanson française, c'était une insulte. Une tempête pour eux. C'était terrible. Mais c'est quoi ça? C'est quoi? Puis rock progressif, c'est quoi? Ils vous ont poussé quand même? Oui, parce que mon papa m'avait toujours dit... mon père, vous savez qu'il chantait très bien, il avait une espèce de voix un peu de ténor, c'était assez drôle, papa adorait chanter. Mon grand-père, c'est-à-dire son père, était violoniste à l'Opéra de Varsovie. Donc vous voyez, la musique, c'est quand même, il y avait un petit truc dans la famille. Il y a un truc dans les gènes quand même. Exactement. Et donc, mon père m'avait toujours dit, écoute Rose, passe ton bac d'abord, parce que lui qui avait été obligé de travailler très tôt, ça représentait un espèce de truc extraordinaire d'avoir le bac, une garantie de je ne sais quoi. Alors comme j'adorais mon papa, donc je lui ai fait plaisir, j'ai passé mon bac, je me suis ennuyée pendant 2 ans à Langso, où j'ai fait du russe, et puis à un moment donné, j'ai dit, bon allez maintenant ça suffit, on a assez rigolé, je vais enfin faire ce que j'aime, je vais chanter. Très vite, vous allez rencontrer dans ce métier l'amour, la personne qui va vous accompagner. Voilà, d'abord le grand amour. Le grand amour, c'est Jean-Pierre Gousseau. Tout à fait. Et ensuite, par un hasard absolument magnifique, un compositeur, puisque Jean-Pierre était compositeur, magnifique aussi. Grand mélodiste. Alors, j'ai été bénie des dieux ce jour-là, je dois dire. Et nous avons traversé tout un parcours de vie, pas assez long, hélas, mais absolument sublime. Alors, ce parcours de vie, à la scène comme à la ville, démarre avec une première rencontre professionnelle qui va être
aussi assez déterminante pour vous, c'est Robert Hossein. Très importante. Ah oui, oui. Robert Hossein, on est au tout début des années 80, fin des années 70. Années 80, puisque en fait, donc j'ai été choisie par Robert Hossein pour créer le rôle de Fantine dans Les Misérables, qu'il a monté au Palais des Sports. Et ça a été vraiment... Pour moi, c'est là que tout a commencé. Déjà, cette audition, je voulais absolument avoir ce rôle. J'avais été choisie par Claude Michel Schoenberg pour participer à l'album. Mais après, il y avait encore une autre histoire, c'est qu'il fallait faire de la scène. Et Robert Hossein, je crois, à ce moment-là, n'aimait pas trop les chanteurs, il aurait préféré des comédiens. Et je me suis dit, non, c'est pas possible, je suis dans l'album, quelqu'un d'autre que moi ne peut pas faire ce rôle. Et je suis allée me présenter donc, à cette audition où il y avait des gens assis, debout, au Palais des Sports. Non, à Europe. Europe 1. Oui, absolument. À ce moment-là, ça se passait là-bas. Europe 1 était souvent partenaire du spectacle de Robert Hossein. Et on se sent comment quand on a... on est au sortir de l'adolescence, et on se retrouve devant Robert Hossein, qui n'avait pas une réputation facile. C'est le plus adorable des messieurs, mais extrêmement volcanique. Tout à fait, dans le travail, tout pouvait partir à tout moment. Mais vous savez qu'après, quand donc les autres rôles ont été distribués, il y en a plusieurs qui ont arrêté au début des répétitions. Hein. Et vous avez tenu? Alors moi, j'ai tenu grâce à ma maman avec un jus d'orange tous les matins, un jus d'orange qu'elle me pressait. C'est votre maman qui vous faisait le jus d'orange tous les matins? Oui, mais c'était pour avoir de l'énergie, parce que Hossein, en fait, il défiait un peu les artistes, c'était pour voir jusqu'où vous alliez tenir ou pas. Et moi, je me suis dit, attention, moi j'ai mon jus d'orange. Mon pote, tu ne m'auras pas. Voilà, tu ne m'auras pas, dis-moi tout ce que tu veux. Vous êtes sensible au timbre de voix des autres chanteuses? Ah oui, quand vous écoutez Barbara, par exemple, je sais que ça fait partie de vos préférences. Mais vous savez, Frédéric, je vais vous dire, c'est pas tellement... Alors, voilà, c'est le grain de voix, peu importe. Moi, j'ai jamais cru aux grandes voix, petites voix, je sais pas ce que ça veut dire, et on s'en fout. Genre les démonstrations vocales, alors moi, c'est le dernier de mes soucis, franchement. Hein. Il me semble, ce qui est important... C'est l'émotion. C'est l'émotion, voilà. Même quand Berkin chante, mais j'adore. Elle dégage une émotion, mais c'est énorme, quoi. Voilà. Alors, Barbara, écoutez, je l'ai vue 2 fois sur scène. Au Châtelet? Alors non, je l'ai vue à... Porte de Pantin? Absolument. Et je l'ai vue avec Depardieu pour la 2e fois. Et là, c'était une folie, parce qu'il se passait un truc entre eux. Bon, d'ailleurs, je crois qu'ils s'en fichaient complètement de savoir qu'il y avait du public ou pas. Ils étaient dans leur bulle à eux, quoi. C'était magnifique. Quelle femme, mais quelle femme. Qu'est-ce qui vous touche dans l'univers de Barbara? C'est aussi une immense souffrance, Barbara. Oui. C'est des origines communes avec vous aussi, oui, l'Europe de l'Est. Tout à fait. Mais bien sûr, énorme souffrance, mais quelle vie, dans quelle vie n'y a-t-il pas de souffrance? Enfin, je trouve ça suspect, les gens qui n'ont pas souffert au cours de leur vie. Enfin, je ne sais pas, vous en connaissez? Est-ce que vous pensez que c'est une vision un petit peu doloriste, mais est-ce que vous pensez que seules les grandes souffrances font les grands artistes? Écoutez, pour interpréter certaines choses, il faut quand même avoir un espèce de truc dans le ventre. Et pour les écrire, surtout. Évidemment, bien sûr, commençons déjà par l'écriture. Il faut qu'il y ait un truc dans vos tripes. Sinon, qu'est-ce que vous voulez sortir? Il n'y a rien. S'il n'y a rien, si c'est vide, alors il faut quand même avoir vécu certaines choses. Après Fantine, le Palais des Sports, Robert Hossein, vous dites là maintenant, allez, mes chansons à moi. Oui, voilà. Alors, j'avais l'amour de ma vie qui était dans un coin tous les soirs, qui me regardait sur scène et qui commençait à préparer les premières musiques de mon premier album. Il composait pour les autres aussi déjà à l'époque? Oui, il a composé des bijoux pour Dalida, pour Nicole Croisy, La Garonne. Emma, La Garonne, chanson. Pour Hallyday, il composait pour plein de gens formidables. Et là, il se met à votre service. Et là, il s'est dit, je vais m'occuper de Rose. De Rose, tout simplement. Et donc, il vous montrait au fur et à mesure le fruit de son travail, ou alors il vous faisait le cadeau? Non, parce que, en toute modestie, j'ai toujours été très concernée par tous les albums que j'ai faits, alors que ce soit en faisant des erreurs ou pas, mais j'en assume tout. Donc vous ne lâchez pas vos compositeurs? Rien. Et donc Jean-Pierre, à chaque fois qu'il trouvait un début de mélodie, me la faisait écouter, puis on en parlait, et puis j'essayais, voilà, et il y avait des choses qui ne me touchaient pas du tout, puis d'autres, c'était immédiat, quoi. La première fois que vous avez entendu la mélodie de ce qu'allait devenir Africa, vous vous en souvenez? Ah oui, très bien, parce que je crois que c'est la première fois qu'on s'est disputé avec Jean-Pierre, parce que un jour, voilà, il travaillait sur mon album, puis je le vois gratter à la guitare, et puis s'amuser en bougeant un peu comme ça, et je lui dis, qu'est-ce que c'est que ce truc? Il faisait nanana, bref,
Je dis, c'est quoi ça? Il me dit, c'est un truc, ça me détend, me dit-il. Je me dis, c'est pas pour toi, c'est rien. Il me dit, c'est rien. Je dis, comment ça, c'est rien? Je lui dis, non, mais attends, s'il te plaît, je peux réécouter. Il me dit, mais non, écoute, arrête. Évidemment, on sortait des Misérables, bon, et puis j'étais censée faire un album sérieux. Alors, c'est pareil, je ne sais pas ce que c'est qu'un album sérieux. Voilà, bon, des chansons sérieuses, des chansons pas sérieuses, voilà. Et j'ai dit à Jean-Pierre, j'ai dit, mais attends, je dis, excuse-moi, je dis, mais ça me plaît, ça, je sais pas, ça a du charme, c'est mignon, ça dégage un truc, je ne saurais pas dire. Moi, j'ai envie de le chanter, ce truc-là. Et on a commencé à se disputer, il m'a dit, ah non, il n'y aura pas ça dans ton album. Et je lui ai dit, écoute, s'il n'y a pas ça... C'est dommage, quand même. Absolument, je lui ai dit, s'il n'y a pas ça, si tu ne me donnes pas cette mélodie, il va y avoir un problème. Ah, carrément menace. Menace, oui. évidemment. Huissier, machin. Je lui ai fait peur. D'ailleurs, il tremblait. C'était terrible. Bon. Et il m'a dit, bon, mais tu veux vraiment? Et on a fait une maquette où il n'y avait même pas de texte. Hein. Et j'ai commencé donc à... Voilà. Je lui ai dit, mais j'adore. Il m'a dit, mais qu'est-ce que tu adores là-dedans? Je lui ai dit, écoute, tu vas pas le croire, ça me fait plaisir de le fredonner et ça me fait plaisir de le chanter. Donc tu ne vas quand même pas m'empêcher d'avoir ce plaisir. Donc, c'est comme ça qu'on a commencé l'histoire de ce qui allait être Africa. Et le texte a tout de suite été celui-là ou il y a eu d'autres textes avant? Ça a été celui-là. Un texte signé Jean-Michel Beria. Jean-Michel Beria, qui, comme toujours, passait par là ce jour-là, toujours à l'affût. Oui, je dis ça avec beaucoup de tendresse. Et il était là, et il arrive, et il entend la maquette, et il dit, mais c'est quoi ce truc-là? Et Jean-Pierre lui dit, écoute Rose, je sais pas, elle a un problème, elle adore cette musique, elle veut absolument, il dit, ça n'a rien à voir avec ce que je suis en train de lui préparer. Et Beria écoute, il dit, bah, c'est vrai, elle a raison, c'est vachement bien. Alors, il me regarde, il me dit, mais tu l'aimes pourquoi cette musique? Je lui dis, bah écoute, je lui dis, c'est chaleureux, ça bouge, c'est léger, ça fait du bien. Et il me dit, mais ça te parle de quoi? Ben, je lui dis, écoute, il y a un parfum. C'est une musique qui a un parfum, il y a une générosité, il y a une simplicité. Je lui dis, ça parle d'un truc que je ne connais pas. Et il me dit, c'est quoi, un endroit, un continent, un machin? Je lui dis, oui, voilà, c'est un endroit que je ne connais pas encore. Et il me dit, un parfum. Je lui dis, il y a même une petite souffrance, mine de rien, dans tout ça. Et il me dit, mais attends, mais c'est l'Afrique. Ben, je lui dis, oui. Il me dit, c'est Africa. Je lui dis, bah évidemment. Et il est parti comme ça. Et il est parti et il m'a dit, demain matin, tu as Africa. Et dans la nuit, il m'appelle et il me dit, tu sais Rose, je suis très fort, me dit-il. Parce que, bon, vraiment, je dis ça toujours. Avec beaucoup d'humour. Hein, voilà. C'était de l'humour, évidemment. Il me dit, tu sais ce que j'ai fait dans cette chanson? Je dis, non, je ne sais pas. Il me dit, eh bien, je t'ai rendue amoureuse, non pas d'un homme, mais d'une terre sauvage. Et c'est là que je suis fort, me dit-il. Et c'est vrai que vous imaginez en amoureuse de terre sauvage, c'est quand même assez inattendu. Bon, quand même. Et je lui ai dit, mais attends, c'est génial. Parmi les grands auteurs dont vous avez eu envie de nous parler, que vous avez eu envie de revoir, encore quelqu'un qui a plein de points communs avec vous, Serge Gainsbourg. Ah oui, c'est vrai, j'ai pas fait exprès. Origine commune. Oui, oh là là, mais alors Gainsbourg qui a révolutionné un peu juif sur les bancs aussi. Tant pis pour lui. Un autre point, personne n'est parfait. Ah, c'est sûr. Un côté slave. Ah oui. Une grande souffrance aussi qui l'a transformé en magnifique chanson. Un génie, hein, il faut le dire. Je veux dire, il a révolutionné la chanson française. Vous l'avez croisé à l'époque? Oui, mais très peu. Je l'ai rencontré lorsqu'on a... Pour la première de Canal+, en fait, et je l'ai vu de loin, mais alors j'étais tellement intimidée par ce personnage que je crois que j'étais tétanisée. Et vous n'avez pas eu envie de lui demander des textes? Parce qu'il écrivait pour les autres. J'aurais aimé, mais bon, ça s'est pas fait, voilà. Mais oui, bien sûr, mais qui n'aurait pas rêvé d'interpréter du Gainsbourg? Mais le personnage est fascinant, absolument fascinant. C'est Gainsbourg que vous avez préféré ou Gainsbourg? Parce que les deux avaient... chacun avait du charme, quand même. Je crois que l'un n'allait pas sans l'autre, en fait. On a l'impression de vous connaître un petit peu mieux, Rose. Et puis on sait maintenant que vous êtes de retour, que le présent est là, que le futur est là. On vous le souhaite flamboyant avec ce nouvel album ADN. Nous verrons bien. Seuls les dieux de la musique le savent. On vous le souhaite en tout cas. Rose, à bientôt et merci d'avoir été Merci Frédéric. C'était vraiment très agréable. Merci beaucoup. Merci à vous. À bientôt pour un prochain Mélodie de ma vie. Au revoir.